à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avec vous au quotidien, le magazine qui décrypte et éclaire les sujets qui vous concernent et qui vous préoccupent. On vous parle ce mois-ci de la protection des personnes vulnérables et plus particulièrement de celles qui, après un accident de la vie, doivent se reconstruire et parfois réapprendre à vivre normalement, entre guillemets. Alors, quelle structure pour les accueillir? Quel dispositif pour les accompagner, pour les aider? Peut-on anticiper pour les autres ou pour soi-même des situations de dépendance? Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec nos invités en plateau. Patrice Guedelot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du mécénat et des libéralités du fonds de dotation du CHU de Nantes, CHU qui dispose d'un pôle grand handicap reconnu au niveau européen. Vous allez nous expliquer cela dans un instant. Et en face de vous, nous avons Jean-Charles Vérac. Bonjour. Bonjour. Notaire en Loire-Atlantique. On va commencer avec vous, Jean-Charles, tout simplement pour dire ce qu'on entend finalement par personnes vulnérables. De qui parle-t-on ? Alors, les personnes vulnérables, la loi prévoit une définition des personnes vulnérables en indiquant que ce sont les personnes qui, de manière provisoire ou définitive, malheureusement, ne sont plus suffisamment en capacité d'exercer leurs droits et leurs libertés pour des raisons de maladie, pour des raisons accidentelles ou tout simplement en raison de leur vieillissement. Donc voilà, tout ça est quand même inscrit dans la loi. On ne peut pas qualifier de personnes vulnérables qui on le souhaite. Tout ça est bien cadré. Il existe des dispositifs pour protéger ces personnes en fonction de la situation. Bien évidemment, on va y revenir. Mais je me tourne du coup vers vous, Patrice Guedelot, parce que ces personnes en situation de vulnérabilité, vous en accueillez, vous, 10 000 par an dans le pôle de médecine physique et de réadaptation du CHU de Nantes. Un pôle d'excellence, je l'ai dit tout à l'heure, dans la prise en charge du grand handicap. Qu'est-ce qu'il a de si singulier, ce pôle du CHU de Nantes ? Alors c'est un pôle qui existe déjà depuis 40 ans, qui a été en reconstruction en 2018. On est passé de 11 000 m² à 24 000 m². On est devenu donc le plus grand de France. Et on a décidé de ne pas uniquement prendre en charge les gens d'un point de vue santé, mais de les reprojeter dans une vie citoyenne avec de l'insertion professionnelle, avec du développement de la sociabilité, etc., etc. Donc un parcours qui est bonifié, amplifié, et donc c'est assez unique, très clairement, en France et en Europe. Alors justement, si on veut parler de ces 10 000 patients que vous recevez, qui sont-ils? Que leur est-il arrivé? C'est quoi leur profil finalement? Alors on a deux types de patientèle. La patientèle d'hôpital de jour, qui peut être des gens comme vous et moi qui ont eu une opération et qui viennent en rééducation la journée, faire des soins. Et après, on a des gens du grand handicap qui ont eu, hélas, un accident de la vie. Ça peut être, je ne sais pas, un AVC, un accident de voiture. Et pour eux, après une période à l'hôpital de chirurgie, ils viennent dans un centre de réadaptation et ils doivent se projeter dans une nouvelle vie avec des conditions qui doivent être réinventées. Voilà. Et donc, on a voulu travailler ce parcours de soins qui a été bonifié et pas uniquement sur la partie santé, bien évidemment. Alors, effectivement, on parlait de personnes vulnérables. On avait plusieurs cas de figure. Finalement, en quoi les personnes que vous recevez dans ce pôle, elles sont vulnérables? Alors, elles sont vulnérables parce qu'elles perdent tous leurs repères, très clairement. Elles doivent réapprendre à vivre. Quand vous êtes paraplégique, en fauteuil roulant ou lit médicalisé, vous devez réapprendre à vivre au quotidien. Donc, très clairement, un des premiers médecins qu'on voit après l'intégration au pôle MPR, c'est sur de l'inclusion professionnelle. Donc, on veut reprojeter les gens dans une activité professionnelle pour deux raisons. La première, c'est qu'après un handicap physique, on a souvent des problèmes financiers assez structurel, assez important. Et la deuxième, c'est qu'on a un problème de sociabilité. Ça veut dire que souvent, on se replie vers soi, on s'enferme un peu à la maison. Et nous, ce qu'on veut arriver à faire, c'est de projeter les gens dans l'inclusion professionnelle qui les oblige à sortir de chez eux, à avoir un lien social et bien évidemment avoir une autonomie financière. Et après, on va développer l'autonomie physique. Voilà, on a créé par exemple un gymnase qui permet très clairement de pouvoir réinsérer les gens en sociabilité par le sport et aussi le dépassement de soi.
Voilà. Et ce n'est pas la seule chose innovante qui se passe dans ce pôle. D'ailleurs, pour mieux comprendre et se rendre compte finalement du travail qui est fait auprès des patients, on a eu la chance de pouvoir en pousser les portes de ce pôle d'excellence. On va puis y suivre donc, des professionnels qui exercent et rencontrer des patients qui y séjournent. Ce reportage est signé Capucine Collin. On reste à cette vitesse-là, on va toujours. Faire 2000 pas quotidiennement, la tâche n'est pas simple pour Gérard, arrivé au pôle il y a 5 semaines. Chaque jour, le Ligérien doit stimuler ses jambes. Il utilise donc cet outil, le Locomat, un exosquelette motorisé sur tapis roulant qui lui permet de retrouver petit à petit la sensation de marche. Je suis arrivé ici, mes jambes ne bougeaient pratiquement pas. L'assistance à la marche me permet de progresser, de retrouver la marche normale. Là, c'est ma 3e séance. Ben oui, je sens que ça travaille parce que j'ai des courbatures. C'est un outil performant. Ouais. Comme lui, des dizaines de patients sont suivis chaque jour dans ce pôle de presque 23 000 m². Traumatisés de la route, victimes de lésions cérébrales ou touchés à la moelle épinière, ici, une grande partie des patients est para ou tétraplégique. On décolle bien. Donc pour leur apprendre à vivre avec un nouveau corps, le pôle dispose de très nombreux outils. Balnéothérapie, exosquelette, sensibilisation par le sport, simulateur de conduite ou encore unité d'insertion professionnelle. Une offre complète qui fait de Nantes un pôle de renommée européenne. On est sur une activité de recours exceptionnelle en France. Nous, on assure un suivi assez précoce, qui est plus un suivi social presque qu'un suivi médical, parce que normalement, quand il sort d'ici, toute la situation médicale est équilibrée. Par contre, la situation sociale doit être aussi équilibrée après. Et c'est souvent sur ces éléments-là qu'on réajuste un petit peu les choses, juste après la sortie des patients. Autour du plateau technique, 400 praticiens gravitent, des kinés, des orthophonistes ou encore des neuropsychologues. L'objectif, permettre de récupérer un maximum d'autonomie. Voilà, super. Allez, enroule bien le bas du dos. En couplant rééducation et réadaptation, les progrès et la motivation des patients sont démultipliés et le temps de prise en charge réduit au maximum. Le fait de prévoir l'ensemble du parcours du patient fait que forcément c'est optimisé. Il n'a pas besoin d'aller voir un professionnel à l'extérieur pour une chose, attendre les rendez-vous longtemps et tout est cadré et vu ici. Le pôle de médecine physique et de réadaptation du CHU de Nantes fêtera en 2025 ses 47 ans. Chaque année, 10 000 personnes bénéficient de l'expertise de ce centre. Patrice Guedelot, on l'a compris finalement, ce pôle, il ne fait pas que soigner physiquement avec des médecins. Vous l'avez dit, il y a un parcours donc bonifié. Si on veut être très concret, ça passe par quel type de professionnel, quel type d'accompagnement ? Alors, très clairement, on a parlé d'inclusion professionnelle, on a parlé de développement par le sport. Après, on peut parler d'autonomie. On a par exemple un simulateur de conduite qui permet en fait aux gens de réapprendre à conduire ou de se redonner confiance pour conduire. Voilà, on a des appartements thérapeutiques qui permettent en fait de revivre les gestes du quotidien avec des ergonomes qui vont valider la capacité à notre patient de pouvoir revenir à domicile et de pouvoir porter seul les gestes de ce quotidien. Voilà. Et donc on a vraiment tout ce parcours qui permet en fait d'accompagner beaucoup plus facilement le patient à s'habituer à revenir à domicile. Et ça sera suivi après par des professionnels de santé qui viendront chez lui vérifier les gestes du quotidien et permettre que ça puisse se passer au mieux. Alors, les notaires accompagnent eux aussi, non pas des patients, mais des citoyens. C'est vrai que quand on connaît ces situations-là, il faut finalement forcément mettre en place des choses pour les suivre, ces personnes. Oui, c'est tout le rôle du notariat, vous savez, qui est une profession juridique d'officier public et qui accompagne les Français dans l'exercice de leurs droits et leurs obligations. Qu'ils soient en pleine bonne santé ou en situation de vulnérabilité, on va les accompagner et on aura évidemment une attention particulière pour les personnes vulnérables afin qu'ils puissent continuer leur vie juridique, prendre les décisions juridiques pour eux. Et donc c'est le rôle du notaire de les accompagner par différents mécanismes dont on parlera peut-être un peu tout à l'heure. On va y venir dans quelques instants, mais je sais que vous connaissez, vous, le travail de ce pôle, Jean-Charles Véra, qui vous a été présenté à vous, les notaires. C'est forcément très précieux, cet accompagnement sur un territoire comme le vôtre, en fait. Ça m'a beaucoup marqué. C'est à la fois humainement très touchant, parce qu'on est quand même en face de gens qui ont été frappés par
par des grands malheurs. Et l'humain est présent dans l'accompagnement et la technologie aussi. Donc c'est un mélange d'humanité et de technologie de cette médecine que nous avons la chance d'avoir à Nantes et qui est une grande fierté pour notre ville. Et vous parlez de technologie, ça tombe très bien, vous me faites ma liaison parfaite, puisque ces projets finalement innovants, comme le simulateur de conduite, comme l'exosquelette qu'on a vu dans le reportage, ils ne peuvent se faire que grâce au financement du fonds de dotation que vous dirigez, du coup, Patrice Gueudelot. Rien ne serait possible sans les dons des mécènes et des particuliers. Alors, moi, j'aime dire que pour un patient, il y a deux voyages. Le voyage médical, qui est pris en charge aujourd'hui par le secteur public, ça veut dire nous, citoyens, qui payons des impôts et qui finançons l'hôpital public. Et il y a l'autre partie du voyage, qui est l'expérience patient de son intégration, son bien-être et son parcours au sein de l'hôpital. Oui, ce que vous disiez, le parcours bonifié, finalement, il ne pourrait pas se faire sans le travail du fonds de dotation. Donc là, typiquement, sur le pôle grand handicap, il y a eu 1,4 million d'euros d'investis grâce aux bienfaiteurs, donc aux donateurs et aux mécènes, qui ont soutenu cette cause du grand handicap et qui ont permis d'acquérir des équipements innovants, souvent uniques en France ou en Europe, et c'est pour ça qu'on est devenu un pôle d'excellence. Voilà, on a des solutions techniques qui apportent vraiment la capacité à nos patients de pouvoir retrouver tout ou partie de l'utilisation de leurs membres. Voilà. Quand on parle d'un exosquelette, on a été le 3e ou 4e centre aujourd'hui en France à avoir l'exosquelette qui permettait de remettre les patients debout. On a souvent des problèmes collatérales de santé parce qu'on est assis ou allongé toute la journée. Et le fait de mettre les patients debout, ça permet de faire refonctionner le corps humain classiquement et naturellement. 170 000 € pour un exosquelette. Donc c'est des à investissements ce jour, parce qu'on espère que comme on passe maintenant en plutôt grande série, qu'un jour ça va diminuer et que ça sera beaucoup plus accessible pour le grand nombre de nos patients. Voilà. Mais c'est aussi l'avantage d'être dans un pôle d'excellence, c'est qu'on est leader, on doit montrer la voie. Et donc, la générosité des plus grands nombres permet justement de rendre singulier un parcours et de le bonifier pour arriver à améliorer la prise en charge des patients. Et je vous rappelle que le pôle grand handicap prend majoritairement bon nombre de patients de tout le Grand Ouest et pas uniquement des Nantais. On a des Bretons, on a des Vendéens. Bref, voilà. On est vraiment un centre d'excellence et reconnu du moins. Cette reconnaissance, elle assure la générosité de ces donateurs. Ils sont à peu près 3000 donateurs particuliers, presque 800 mécènes. Absolument, tout à fait. Voilà, cette réputation, elle vous permet d'avoir toujours cette générosité acquise. Oui, alors les chiffres peuvent paraître toujours importants, mais en fait, l'innovation médicale et la recherche, c'est un combat de tous les jours. On a besoin de mobiliser le plus grand nombre de citoyens et d'entreprises pour venir nous aider à porter avec passion et enthousiasme ces projets. L'innovation médicale, c'est ce qui permet de soigner plus de gens dans les meilleures conditions et de trouver une solution un peu plus personnel à chaque cas. Voilà, donc il faut continuer à soutenir très clairement ces grandes causes. Il y a d'autres projets en plus dans les cartons. On a beaucoup d'autres projets et dans le grand handicap, il y a beaucoup de passerelles d'un point de vue national et international. Et donc, en tant que centre d'excellence, on se doit aussi de tirer vers le haut tous nos collègues qui sont sur d'autres pôles MPR avec un peu moins de capacité ou en tout cas de moyens technologiques que nous avons aujourd'hui. On a évoqué, juste pour le moment, Jean-Charles Veyrac, les dispositifs pour aider les personnes vulnérables. Alors évidemment, tout dépend de leur situation et puis du degré finalement de vulnérabilité. On le disait, le notariat peut accompagner à tout moment, mais c'est aussi bien d'anticiper les choses et de peut-être prévoir avant que la dépendance ou que la vulnérabilité ne survienne. Oui, l'anticipation, comme dans tous les domaines juridiques, c'est conseillé. Et je dirais qu'aujourd'hui, on vit de plus en plus longtemps et on sera tous éventuellement frappés à un moment
éventuellement d'une maladie, de l'accident d'un proche et d'une situation de vulnérabilité immédiate. Alors l'anticipation, ça prend la forme par exemple du mandat de protection future. Oui, on en entend plus régulièrement parler peut-être, mais ça consiste en quoi exactement? Alors, en fait, le mandat de protection future, c'est lorsqu'on est en pleine capacité, déjà choisir la personne qui sera chargée de décider de manière provisoire ou définitive, en fonction de sa pathologie, de pouvoir décider à sa place. Il faut savoir que le droit français, le droit de la famille, il est organisé par le Code civil. Alors, le Code civil, il a été rédigé par Napoléon, pour expliquer simplement, donc il y a plus de 200 ans. Donc la question de la vulnérabilité des gens à cette époque était une question vraiment très peu abordée. Donc le droit des successions est très bien prévu par le Code civil, le droit de la vulnérabilité ne l'était pas. Et donc les notaires ont proposé aux législateurs, il y a maintenant 15 ans à peu près, la création d'une contractualisation de cette situation de vulnérabilité, c'est-à-dire qu'on signe un contrat, il y a un contrat qui est signé en présence du notaire entre la personne qui se dit un jour ne serait plus capable et la personne qu'elle désigne pour être amenée à décider à sa place. Et donc ça se contractualise quand on est en pleine possession de ses moyens, et ça se déclenche à quel moment alors? Ça se déclenche selon un avis évidemment médical, qui n'est pas l'avis médical du médecin généraliste de la famille, mais d'un médecin qui est habilité auprès de la cour d'appel ou du tribunal, qui va indiquer que la personne est en état de vulnérabilité, et dans ce cas-là, le mandat peut être déclenché. Alors c'est à la fois un gain de temps, parce qu'il faut savoir qu'une mesure judiciaire de protection, on va mettre, selon les tribunaux, entre 9 mois et 18 mois à la mettre en place. Ah oui. C'est extrêmement long. Oui, alors que là, en 15 jours, 3 semaines, le mandat peut être actif. Donc c'est un gain de temps. Et puis je dirais que c'est un gain psychologique. Il faut savoir que, un peu comme en matière médicale, le médecin, il est là pour faire guérir. Le notaire, il est là pour aider la personne dans son parcours juridique. Mais on va au-delà. Il faut penser à l'accompagnement. À l'aspect humain de nos métiers, c'est ce que les médecins font en pensant déjà à la réinsertion des patients. Eh bien, le notariat propose ce contrat qui permet, le moment venu, de ne pas être dans cette situation d'attente judiciaire qui est assez longue et puis qui est assez psychologiquement fragilisant. Il ne faut pas rajouter à cette situation des procédures longues. Donc vraiment, c'est un contrat qui est simple, c'est un contrat qui est pas très coûteux, je crois que c'est dans les 320 €, un mandat de protection future, impôt compris, et ça permet à la personne, en présence de sa famille, d'indiquer la personne qu'il souhaite voir l'accompagner le moment venu. C'est quelqu'un qui va pouvoir avoir la main sur les comptes si par exemple une personne est dans le coma. Ça va être une personne qui va pouvoir décider aussi des mesures médicales à prendre, c'est ça? Mesures médicales, mesures financières, mesures patrimoniales avec des garde-fous. D'abord un contrôle judiciaire tous les ans et un contrôle du notaire qui est le relais de la justice. Évidemment, il ne s'agit pas de confondre un peu les portefeuilles de la personne qu'on protège. Donc c'est très contrôlé par le notariat et par le monde judiciaire. Mais voilà, ça donne une souplesse. Et voilà, il ne s'agit pas de rajouter de la rigidité administrative. Oui, à des moments où parfois on a autre chose en tête, effectivement. On peut nommer quelqu'un de sa famille, on peut nommer quelqu'un d'extérieur, c'est possible? Tout à fait. C'est vraiment la personne de son choix. Parfois, ça va être un professionnel avec une rémunération qui est prévue, ce qui est extrêmement rare. La plupart du temps, c'est le conjoint, ce sont les enfants, vous voyez. Et c'est très rassurant. Alors, évidemment, quand on reçoit ce type d'acte, on ne souhaite qu'une chose, c'est qu'il ne soit jamais exercé. C'est sûr. Mais je peux vous garantir que le jour où les familles sont confrontées, le fait d'avoir contractualisé cette situation va vraiment alléger une situation qui est déjà très difficile pour les familles. Est-ce qu'il y a, on parlait tout à l'heure du vieillissement de la population, c'est vrai que là on a parlé peut-être de ce mandat de protection future qui peut être fait pour soi, qui peut être fait pour autrui je crois aussi, oui, c'est-à-dire qu'on peut le décider pour un enfant qui serait par exemple handicapé, ça c'est possible? Oui, ben c'est souvent la préoccupation. La plupart du temps, lorsqu'il y a une mesure de tutelle qui est mise en place, c'est le parent, ou le papa ou la maman qui est chargé de la tutelle, mais l'âge faisant, cette personne est inquiète. Qu'est-ce que mon enfant va devenir quand si je disparais? Qui va s'occuper de lui? Donc vous allez pouvoir mettre en place un mandat de protection future pour autrui, c'est-à-dire désigner la personne qui sera amenée à prendre votre suite. Donc voilà, c'est le pacte familial qui est mis en place autour de la personne vulnérable pour lui simplifier l'exercice de ses droits et le protéger. Donc je parlais de population vieillissante il y a un instant. Il y a d'autres dispositifs qui existent, par exemple l'habilitation familiale. Ça, c'est des choses qui sont intéressantes
intéressantes à explorer aussi? C'est un peu lorsque la contractualisation n'a pas été possible, par le biais du mandat de protection future, la possibilité de saisir la justice dans le cadre d'une procédure accélérée qui s'appelle l'habilitation familiale. La mise sous tutelle, comme je le disais, ou de curatelle, est très très longue à mettre en place. Oui, parce que là, c'est un juge, c'est la justice. Voilà. Donc, Et l'habilitation familiale va avoir recours à la justice de la même manière, mais sur un temps beaucoup plus court. Il y a tout un panel de protection, et donc globalement, voilà, je pense ce qu'on peut conseiller, c'est aux gens qui sont préoccupés par cette situation, qu'ils voient arriver ou qui pourraient arriver, d'aller voir leur notaire afin un peu d'anticiper les risques et les accidents de la vie qui peuvent tous nous arriver. Vous parliez du fait que ce soit finalement assez récent. Est-ce que Jean-Charles Vérac, vous diriez quand même que ces dispositifs, ils sont peu connus finalement de la part du grand public? En fait, on s'y intéresse une fois qu'on est confronté et on le disait, c'est un peu dommage en fait. Malheureusement, c'est ça. Donc j'ai beaucoup de demandes à l'étude de mandat de protection future quand c'est trop tard. Le parent qui vieillit, on vient voir le notaire en disant « mais voilà, j'ai entendu parler du mandat de protection future ». Mais je dis non, votre papa, il va pas bien, donc on va passer par la procédure judiciaire. Donc ça sera un petit peu plus long, mais on l'accompagne, on accompagne les clients dans ce cheminement. Bon, je pense que le réflexe quand même, au moment, vous savez, on a 70 ans pour le vieillissement, on commence à se poser des questions de transmission aux enfants, etc. Le notaire, à cette occasion, souvent parle du mandat de protection future et essaye de susciter un petit peu le réflexe d'anticipation. Merci Jean-Charles Vérac, merci Patrice Gueudelot. On se retrouve dans un instant, mais tout de suite, on va accueillir, si vous le voulez bien, Vincent Lemay pour la chronique Actu de ce mois de décembre. Bonjour Vincent. Bonjour Aurélie. Alors, si vous suivez un petit peu l'actualité, vous n'êtes pas sans savoir que la France ne s'est donc pas dotée d'un budget pour l'année 2025, mais c'est finalement une bonne nouvelle pour les retraités et la revalorisation de leur pension. Alors c'est une bonne nouvelle puisque les retraités verront leur retraite revalorisée au 1er janvier à 2,2%. C'est plus que ce que le gouvernement, avant qu'il y ait la motion de censure, prévoyait. Je vous donne juste quelques informations. Il prévoyait une revalorisation à 0,8% en janvier et 0,8% en juillet. On est donc conforme finalement à ce que prévoit le Code de la Sécurité sociale avec une augmentation en vertu de l'inflation à 2,2%. Vous nous alertez maintenant, Vincent, sur des arnaques sur les prêts immobiliers. De quoi s'agit-il ? Alors en fait, on voit de plus en plus de démarchages sur la renégociation des prêts immobiliers avec des gens qui se font passer pour des usurpations d'identité, pour des courtiers ou des établissements bancaires. Le but est effectivement de vous proposer des publicités ou des taux alléchants et de vous envoyer vers des fausses offres avec des versements réalisés. Évidemment, il faut éviter. Pour cela, vous avez ce qu'on appelle l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui vous met en garde, qui est consultable sur le net. Et pour terminer, décembre, c'est l'ouverture de la plateforme Parcoursup pour ceux qui souhaitent s'inscrire en études supérieures. Alors Parcoursup ouvre depuis le 18 décembre 2024, propose des fiches de formation détaillées, les dates, les journées des portes ouvertes, les débouchés professionnels et les possibilités de poursuite d'études. Évidemment, c'est le passage incontournable pour tous les bacheliers qui souhaitent s'orienter vers leurs études supérieures. On a quand même quelques nouveautés sur Parcoursup cette année. C'est une rubrique qui présente des données sur le profil des candidats qui sont admis les années précédentes, ainsi que la réussite et l'insertion professionnelle. Merci Vincent pour ce conseil donc personnalisé. Vous restez avec nous pour les questions téléspectateurs. Elle s'adresse à vous, messieurs. Réponse courte si vous voulez bien. Alors, j'ai un enfant handicapé majeur. J'aimerais pouvoir choisir la personne en charge de ses intérêts dans l'hypothèse de mon décès. Est-ce possible ? On l'a déjà dit à demi-mot, Jean-Charles Vérac. Le mandat de protection future pour autrui. C'est tout à fait possible. Et donc, si vous vous inquiétez de cette situation, il faut aller voir votre notaire pour lui en parler. Voilà, c'est très clair. Deuxième question. Mon frère et moi l'ont hérité de notre père qui vient de décéder. En tant que tuteur de mon frère majeur vulnérable, suis-je tenu de saisir le juge pour accepter la succession en son nom ? Alors, en effet, il y a une réforme récente qui va permettre désormais de déjudiciariser ce cheminement et de ne pas avoir à demander à la justice de valider cette acceptation de la succession. Donc on peut le faire directement auprès du notaire. En pratique, on va quand même souvent avoir besoin de saisir la justice, car une succession aboutit souvent à un partage des biens. Et là, il y a une opposition d'intérêts, vous imaginez bien. Oui, forcément. Car si le droit évolue pour mieux protéger les gens, le recours à la justice reste quand même un élément fondamental de protection.
Une dernière question. J'ai un handicap invisible. Comment obtenir la reconnaissance de ce handicap? Vous n'êtes pas des professionnels, messieurs, mais si on peut aiguiller quand même nos téléspectateurs. Alors pour ça, il faut remplir un formulaire. Le formulaire, vous pouvez l'obtenir auprès de la maison départementale des personnes handicapées. Le nom du formulaire, c'est la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, le RQTH. Merci Vincent. J'ai une dernière question pour vous, Patrice Godelot et Jean-Charles Veyrac. Est-ce qu'aujourd'hui, le monde médical et puis peut-être le notariat peuvent collaborer davantage pour apporter des réponses plus adaptées à ces personnes en situation de vulnérabilité dont on a parlé tout à l'heure? On peut toujours faire mieux, mais on a déjà une vraie collaboration. Il faut savoir que les notaires interviennent gratuitement au sein de l'hôpital sur des consultations. Et donc, il y a déjà ce partenariat qui est enclenché depuis déjà de quelques années, pour être très clair. Des notaires au sein de l'hôpital. Il y a un projet, je crois, de... Oui, on est en train de préparer un colloque de rencontre entre la médecine, les professionnels de médecine et les notaires autour des sujets de la vulnérabilité, justement. Parce que si on veut bien accompagner les patients, il ne faut pas qu'on soit chacun dans nos couloirs, le couloir de la médecine et le couloir du droit. Il faut qu'on ait conscience du parcours médical de nos clients. Un notaire sera en capacité de bien recevoir son client s'il comprend sa psychologie, s'il comprend l'environnement dans lequel il évolue, qui est un environnement évidemment difficile, qui est celui de la maladie ou des accidents. Donc des passerelles qui existent déjà, mais qui méritent d'être approfondies et explorées. Merci à tous les trois. Merci vraiment d'avoir apporté vos lumières sur ce sujet de la protection des personnes vulnérables avec vous au quotidien. C'est terminé pour cette année 2024, mais on se retrouve bien sûr en 2025. Alors d'ici là, portez-vous bien.